Adolf Hitler. Cet homme est l'architecte de l'un des plus grands désastres de l'histoire. Le dirigeant le plus photographié du début du XXe siècle. Il passait des heures devant le miroir pour s'entraîner à prendre la pose. Chaque photo était une performance. Il a été immortalisé dès son enfance, durant la guerre éclair. Il veut être en première ligne, il partage l'excitation générale, il veut sentir la poudre. Et jusque dans son bunker. Des images qui révèlent les secrets de la vie intime d'Hitler et de ses collaborateurs. Hitler débarque et dit à son peuple « Vous êtes important, j'ai un plan, je sais ce qui s'est mal passé et je peux tout réparer. » Au travers de clichés rares et numérisés récemment, voici l'histoire d'Adolf Hitler de l'ascension à la chute, image par image, photo par photo. Hitler s'est façonné une image de célébrité politique, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Jouer avec les médias, travailler son image publique. Le parallèle avec les tactiques des stars du cinéma et de la musique aujourd'hui est assez clair. Septembre 1939. Après 6 ans au pouvoir, Hitler lance la guerre éclair sur l'Europe. Des dizaines de milliers de soldats envahissent la Pologne. Blindés et avions détruisent villes et villages. Les Polonais se battent avec fougue contre les Allemands, mais ils sont dépassés numériquement, techniquement et stratégiquement. Hitler se rend sur la ligne de front. Il cherche à être au cœur de l'action. C'est vrai qu'il était exposé à une attaque aérienne polonaise ou à un sniper polonais. S'il s'est investi personnellement dans cette guerre, c'est parce qu'il l'avait déclenchée. Bien sûr, il veut être vu par ses troupes. Il y a donc beaucoup d'images de cette période où on le voit traverser des masses de soldats allemands. Et tous veulent toucher leur chef de guerre. Hitler est convaincu que son expérience dans l'armée bavaroise a fait de lui un maître tacticien. Hitler s'est appuyé sur son expérience personnelle durant la Grande Guerre pour comprendre ce qu'il devait faire pour gagner la guerre. C'est pourquoi il court-circuitait souvent ses généraux en leur disant « Vous n'avez aucune idée de ce qu'est vraiment la guerre. J'ai vécu des choses dans les tranchées. Je sais ce qu'est la guerre. Il faut faire ceci et cela. » Hitler désire ardemment faire de l'Allemagne une superpuissance mondiale. Et il n'a jamais caché son ambition de faire la guerre. Il l'a même étalé au grand jour dans les pages de Mein Kampf, son mémoire politique et manifeste datant de 1924. Il y parle d'expansion, il parle de Lebensraum, d'espace vital. Pour lui, le peuple allemand est à l'étroit dans les frontières existantes de l'Allemagne. L'Allemagne doit devenir plus grande, toujours plus grande. Dès la première page de Mein Kampf, il affirme que l'Allemagne et l'Autriche, son pays natal, doivent être unifiés et que les gens de même sang doivent être réunis au sein d'un grand Reich. 14 ans plus tard, le 12 mars 1938, des colonnes allemandes franchissent la frontière autrichienne. Heinrich Hoffmann, le photographe officiel d'Hitler, a édité de nombreux albums photos pour promouvoir le culte du Führer. En 1938, il documente l'Anschluss, c'est-à-dire l'union avec l'Autriche, dans un ouvrage intitulé « Hitler en terre natale ». Les photographies elles-mêmes bénéficient d'une remarquable clarté et d'une grande vivacité. Mais surtout, elles montrent son parcours, son entrée en Autriche et le passage des barrières. Les photos suivent Hitler au cours de son voyage en Autriche, présenté comme une sorte de pèlerinage touristique. Cet homme apparaît manifestement comme le messie d'une religion séculaire. Hoffmann, comme il le fait souvent, crée une image symbolique.
Hitler est le centre immuable d'un tourbillon mystique qui emporte complètement le public dans une sorte de frénésie euphorique. Les textes d'accompagnement sont succincts. Pour les nazis, seul compte l'image. Il y a de minuscules sous-titres que personne ne lira. C'est plutôt un festin visuel. En d'autres termes, les nazis ont réussi au milieu du XXe siècle à initier un extraordinaire glissement de la culture verbale vers la culture visuelle. Ils l'ont fait. Ce qui est à la fois effrayant et diablement malin de leur part, c'est qu'ils ont parfaitement compris que le langage visuel est beaucoup plus puissant que le langage verbal. Évidemment, la réalité de l'Anschluss n'est pas tout à fait celle que montre la propagande. Un Américain nommé Ross Baker, qui vit à Vienne avec sa famille, filme l'arrivée d'Hitler dans la capitale. Ainsi que les comportements antisémites qui l'accompagnent. Ce que je trouve le plus remarquable dans ces films, c'est qu'ils sont américains. Et la plupart des images que nous avons de cette période viennent soit de familles nazies, soit d'Allemands présents lors de ces événements. Mais ces films de l'Anschluss sont américains. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que bien qu'il s'agisse de personnes extérieures à l'événement, on voit bien qu'elles en mesurent toute l'importance. Ross filme la colère de sa femme Hélène alors qu'elle vient d'être refoulée d'un magasin juif par un membre de la SA. Il n'avait pas peur. C'est ce que montrent les images. Après l'Autriche, Hitler se tourne vers la région germanophone de la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Les démocraties occidentales, comme la Grande-Bretagne et la France, veulent à tout prix éviter une autre guerre sur le sol européen. Elles s'évertuent à signer au plus vite un traité de paix. Après la Première Guerre mondiale et le carnage qu'elle a engendré, il n'y a pas une seule famille en Grande-Bretagne qui n'a pas été endeuillée par le conflit. Personne ne veut qu'une telle boucherie se reproduise. Restons optimistes et laissons à l'Allemagne reprendre ce qu'elle a perdu. Pourquoi pas? C'est logique. Ces fragments de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et les Sudètes sont des régions allemandes, non? 15 septembre 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain s'envole pour Munich afin d'évoquer la question des Sudètes avec Hitler. Le langage corporel sur ce cliché à Munich en 1938 en dit long. Tout d'abord, Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique à gauche. Il a l'air anxieux. Il veut l'attention d'Hitler. Il tripote ses boutons de manchette. On sent qu'il essaie de reprendre le contrôle de la situation et de garder son calme. Mais comparez cette attitude avec celle d'Hitler. Le chancelier n'écoute pas vraiment Chamberlain. Son seul objectif est de dire tout et n'importe quoi pour qu'il s'en aille sans faire d'histoire. Il se dit « Je veux bien signer tous les accords du monde. De toute façon, je ne tiendrai pas ma parole. » Avec les accords de Munich de septembre 1938, la Tchécoslovaquie doit céder le territoire des Sudètes. Mais Hitler le conquérant n'est pas rassasié. En mars, il s'empare du reste de la Tchécoslovaquie. Et désormais, il a les yeux rivés sur la Pologne. Comprenant que la politique d'apaisement a échoué, la Grande-Bretagne et la France promettent de défendre les Polonais. Pour protéger ses arrières sur le front de l'Est, Hitler conclut un pacte de non-agression avec l'Union soviétique de Staline. En secret, les deux chefs d'État ont convenu d'un partage de la Pologne une fois qu'elle serait envahie. Les nazis et les communistes allemands se détestent. Ils s'étaient affrontés dans les années 1920 et 1930 au cours de batailles dans les rues de Berlin. Alors l'idée d'un pacte entre ces deux camps est en apparence parfaitement incongrue. En tout cas, personne ne l'a vu venir. Revenons à cette photo où l'on voit Hitler en 1914 qui célèbre la déclaration de guerre à la Russie.
Comment cet homme peut maintenant passer un accord avec les Russes? Pour beaucoup, ça ne colle pas. Mais Hitler est un pragmatique. Il sait qu'il doit conclure cet accord avec Staline pour avoir les mains libres à l'Est. C'est la seule manière de conquérir toutes les régions d'Europe sur lesquelles il a des visées. Sans cet accord, il ne pourra pas s'en sortir et assouvir son ambition. Hitler est fasciné par Staline. Il demande à son vieil ami Heinrich Hoffmann de voyager avec la délégation qui part signer le pacte à Moscou. Le photographe sera son espion. Il envoie Hoffmann à Moscou en tant que rapporteur pour bien observer Staline. C'est assez remarquable. Hoffmann n'apparaît pas très souvent, en tout cas dans les films d'actualité soviétique. Il est en retrait. Il trouve que Staline est un personnage assez fascinant, notamment en raison de ce qu'il avait accompli en Union soviétique. Staline connaît bien le talent de propagandiste d'Hoffmann au service du Führer. Après la signature, le dirigeant soviétique, dans un allemand très approximatif, porte un toast au photographe, lui souhaitant longue vie. Après la signature, Hoffmann revient auprès d'Hitler et les deux hommes organisent une séance pour passer en revue les photographies. Hitler est très déçu de voir une photographie de Staline en train de fumer, par exemple. Il trouve cela lamentable. Pour lui, fumer est un signe de décadence. Hoffmann efface consciencieusement la cigarette de Staline de toutes les photos officielles de la signature. La question soviétique réglée, Hitler est libre d'attaquer la Pologne. Le pacte de non-agression avec Staline est un coup politique. Mais Hitler a toujours besoin d'un prétexte pour attaquer la Pologne. Comment faire passer l'Allemagne pour la victime innocente d'une agression polonaise? En l'absence de véritables griefs, le Führer va s'en remettre à un petit tour de passe-passe grossier. C'est Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich, deux hommes de la SS, qui ont eu l'idée de mettre en scène une opération fausse bannière. Le soir du 31 août 1939, des membres de la SS en uniforme polonais organisent un raid sur un poste de radio dans la ville allemande de Gleiwitz, près de la frontière. Le personnel est ligoté et un message exhortant les Polonais vivant en Allemagne à se rebeller est diffusé. Pour faire croire qu'il s'agissait d'une attaque des Polonais, les Allemands ont laissé un cadavre polonais sur les lieux. L'homme que la SS a choisi de sacrifier s'appelle Franciszek Koniok, 43 ans. Il va devenir la première victime de la Seconde Guerre mondiale. C'est un Polonais de souche qui vit en Haute-Silésie allemande. Il est connu dans cette province comme une sorte de militant radical pro-polonais. Au final, il est tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a été arrêté environ 2 jours avant l'incident de Gleiwitz. Il a été conduit sur les lieux, drogué et inconscient. Et il a été abattu. Son corps a été laissé sur place. Son meurtre sert uniquement de preuve qu'il s'agissait d'une attaque par des dissidents polonais. Mais il est innocent. Hitler tient désormais son prétexte. Le lendemain matin, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Hitler prononce un discours solennel devant le Reichstag. Il commence par dire « Depuis 4h45 du matin, l'Allemagne riposte ». Il a présenté évidemment l'incident de Gleiwitz comme preuve de l'agression polonaise. C'est la raison de l'invasion. Et le pauvre Koniok est tenu pour responsable de la guerre. C'est le début de la Blitzkrieg, la guerre éclair, qui en quelques semaines conduit Hitler à Varsovie. L'armée allemande livre des combats impitoyables et sanglants. Les civils et les prisonniers de guerre polonais, et les Juifs en particulier, ont été pris pour cible de façon gratuite. Durant les 5 semaines de cette campagne militaire expéditive, on estime que les troupes allemandes ont perpétré plus de 600 massacres.
La plupart des photographies de propagande en Pologne sont prises par Hoffmann. Hitler a également convié Walter Frenz, un caméraman chargé de fournir des images pour les actualités cinématographiques allemandes. Frenz voyage toujours avec son Leica, un appareil léger avec lequel il prend des photos pour sa collection personnelle. L'une d'entre elles, peu connue, a été prise dans un avion durant un vol pour le front polonais. Voilà une photo très paisible, une vraie photo intime d'Hitler. Il y en a très peu comme ça. En tant que photographe, j'ai voyagé avec de nombreux hommes politiques. Tout est question d'intimité. Il faut que le sujet soit détendu. Ici, Hitler a été pris au Leica QT, donc il n'a pas dû entendre le déclenchement de l'appareil, un clic très doux. Mais pour moi, ce qui est troublant, c'est que ce cliché a été saisi le jour où il prend l'avion pour la Pologne, un pays où tant de Juifs et de Polonais ont été tués. Le contraste entre la douceur de cette photo et l'atrocité du contexte est glaçant. Un instant de sérénité dans la vie d'un déséquilibré. C'est à Walter Frenz que nous devons cette remarquable séquence filmée 9 mois plus tard, Hitler sautillant de joie en recevant la nouvelle de la capitulation de la France. Le pays vient de rendre les armes en seulement 6 semaines. Entre-temps, le Danemark, la Norvège, la Belgique et la Hollande ont également été balayés. Et les Britanniques ont subi une humiliation à Dunkerque. Il y a quelque chose de presque charmant dans ces images. Je ne souhaite pas lui accorder la moindre sympathie, mais au moins, il s'agit d'une réaction très naturelle. C'est très rare chez Hitler, dont l'image est si soigneusement contrôlée. Mais là, il fait presque une petite danse. C'est plutôt enfantin. Il ne peut pas contenir sa joie. Le 22 juin, Hitler et ses généraux se rassemblent dans la forêt de Compiègne, près de Paris, pour signer l'armistice. Hoffmann et Frenz sont là pour capturer ce moment historique. 22 juin, que la vengeance est douce. Compiègne est un symbole. C'est là qu'a été signé l'armistice de 1918. Là où les Français vainqueurs ont fait signer aux Allemands une capitulation humiliante. C'est pour cette raison que lorsque les rôles sont inversés, Hitler insiste pour retourner à Compiègne et pour signer le nouvel armistice avec ces Français qui vont enfin lui céder le pouvoir. Il insiste même pour signer l'accord dans le wagon qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Donc il fait sortir le wagon du musée où il se trouvait et le fait déplacer jusqu'à l'endroit exact où il se trouvait en 1918, pour bien enfoncer le clou. Quand il arrive dans le musée, il s'assoit sur le fauteuil sur lequel les généraux français s'étaient assis 22 ans plus tôt. Il fait tout pour que l'humiliation française soit totale. Hitler va passer les jours suivants à sillonner la France. Ce pèlerinage d'anciens combattants commence par une visite des champs de bataille des Flandres, où tous ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Puis le 23 juin, tôt le matin, c'est l'arrivée triomphale à Paris. Accompagné de l'architecte Albert Speer et du sculpteur Arno Backer, Hitler est photographié par Hoffmann devant la Tour Eiffel. Évidemment, Walter Frenz filme en contre-plongée. La Tour Eiffel est un symbole de la France, de sa grandeur et de sa puissance technologique. Mais sur cette photo, Hitler est debout devant elle. Elle lui appartient. Il a pris le contrôle de toute la France, de son économie, de sa démocratie, de son gouvernement. Tout cela est désormais aux mains d'Hitler. Hoffmann supprimera plus tard Speer et Backer de son cliché afin de faire d'Hitler le sujet central de la couverture de son album photo le plus vendu, À l'Ouest avec Hitler. Alors que le Führer et ses généraux s'éloignent, Hoffmann immortalise un autre moment symbolique.
C'est une photo d'une très grande qualité. L'impact des uniformes qui contrastent avec le ciel par leur noirceur est très fort. Et il y a la tour Eiffel si emblématique. On sent que le photographe travaille en reculant lentement. Tout est arrangé. Une telle photo n'est pas saisie au hasard. Il a d'abord cadré le sommet de la tour et il leur a dit « Marchez vers moi ». Puis il a reculé jusqu'à ce que le cadrage soit parfait. Cette photo ne vaudrait rien sans la partie supérieure. Cette photo était destinée à faire le tour du monde. Elle a fait la couverture des journaux de l'Amérique à la Russie. C'est un support de propagande extraordinaire. À cet instant, la victoire totale en Europe semble à portée de main. À l'été 1940, Hitler a effacé et vengé 2 décennies d'humiliation consécutives à la défaite de l'Allemagne de 1918. En un an, il a accompli ce que l'Allemagne impériale n'avait pas réussi à accomplir durant les 4 années précédant la Première Guerre mondiale. Il est allé au-delà de ses rêves les plus fous. C'est ce qui lui a donné l'impression qu'il possédait des capacités supérieures. Cela nourrit son narcissisme. Il était convaincu d'être le plus grand chef militaire de tous les temps. L'Europe occidentale est désormais occupée par l'Allemagne. Le pacte avec Staline a rempli sa mission. En décembre 1940, Hitler émet une directive à l'intention de la Wehrmacht. Il est temps de préparer l'invasion de l'Union soviétique. Il est persuadé que l'inéluctable victoire allemande sera rapide. Hitler a dit « Il suffit de donner un coup de pied dans la porte. La charpente est si pourrie que tout va s'écrouler. » Le 22 juin 1941, l'invasion commence. Nom de code, Opération Barbarossa. L'invasion de l'Union soviétique est, sous bien des aspects, le tournant militaire déterminant de la guerre. C'est le conflit décisif. L'ampleur de l'attaque de l'Union soviétique est inédite. Il s'agit d'un front de 2500 km. Il s'étend de la mer Baltique à la mer Noire. Les armées allemandes comptent 3,5 millions d'hommes qui foncent sur l'ennemi. Et s'il a fallu mobiliser autant d'hommes, c'est parce qu'il y a 5 millions de soldats soviétiques en face. La Wehrmacht envoie 3000 chars, 4000 avions, 600 000 véhicules blindés. L'ampleur de cette invasion dépasse l'imagination. Cette fois-ci, Hitler ne se rend pas sur la ligne de front, qui progresse trop rapidement. Il est filmé et photographié dans son QG de campagne. Le message au peuple allemand est clair. Le conquérant de la France contrôle la situation. Il étudie religieusement les cartes et parle tactique avec les généraux. Des généraux qui ont toujours du mal à écouter un homme beaucoup plus jeune et beaucoup moins expérimenté qu'eux sur le plan militaire. Lui se voit comme un maître tacticien, ce qui n'est pas le cas. L'opération Barbarossa est un échec. Les Allemands ne sont pas équipés pour affronter l'hiver russe. Leurs chars tombent en panne et le ravitaillement se fait attendre. Malgré les territoires gagnés, la Wehrmacht a subi de lourdes pertes. 500 000 soldats au cours des 3 premiers mois. Staline donne l'impression qu'il peut mobiliser un nombre infini d'hommes, et même de femmes. Et ces femmes sont postées en première ligne, ce qui était tout à fait inédit à l'époque. Ce conflit s'est joué sur la taille des armées, le climat, la mauvaise mécanisation allemande et l'infinie main-d'œuvre soviétique. L'incapacité des Allemands à mater l'armée rouge est un tournant de la guerre. « 7 décembre 1941. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor choque le monde. Hitler soutient immédiatement son allié oriental et déclare la guerre aux États-Unis. Cette réaction est logique parce que l'Amérique est déjà fermement du côté de la Grande-Bretagne, notamment en lui fournissant de l'approvisionnement.
Mais il y a une grande différence entre fournir des armes et envoyer en Europe leur armée de l'air, leur marine et leur infanterie. La donne va complètement changer. Confronté à une telle puissance militaire et même à une telle puissance économique, le destin de l'Allemagne était scellé. Hitler est épuisé par la conduite de cette guerre. De plus en plus, il choisit de se mettre en retrait. En 1942, il ne prononcera que 5 discours en public. Les occasions de prendre des photos se font brèves et rares. Hitler devient beaucoup plus solitaire. Il se concentre essentiellement sur des affaires de la guerre qu'il considère comme son occupation principale. Il fait très peu d'apparitions publiques. Mais les vieilles images d'archives, qui ont été produites dès 1926 et jusqu'en 39-40, sont toujours en circulation. Elles sont bien sûr sans cesse reproduites. C'est ainsi que le culte, le mythe d'Hitler est maintenu en vie, grâce aux images, bien qu'il se soit lui-même retiré dans son quartier général. Il reste présent dans l'imaginaire allemand à travers ces images qui datent un peu mais maintiennent le culte de sa personnalité en vie. Hitler passe le plus clair de son temps dans son QG de campagne ou dans sa retraite bavaroise, le Berghof. C'est là qu'a été prise cette photographie en 1942. D'abord, force est de constater que c'est une très mauvaise photo. Mal éclairée, trop mise en scène, des types dans une affreuse pièce tout à fait banale qui font le salut hitlérien sans raison apparente. Ça, c'est du Walter Frenz pur sucre, l'homme qui photographie tout. Surtout, on décèle un petit malaise sur les visages. Nous sommes en 1942. Les choses ne se passent pas forcément très bien sur le front russe. En fait, ils ont l'air fatigués. La photo a peut-être été prise très tard dans la nuit. Hitler aimait se coucher tard. Mais ils n'ont pas l'air très heureux. Ils ont l'air à cran et vides. Je vois des types qui sont sur leur garde, sous l'œil cruel de l'appareil photo. Au moment où cette photo est prise, 250 millions de personnes en Europe vivent sous le joug nazi. Ces territoires occupés sont le théâtre d'une autre guerre, raciale celle-ci, visant à éliminer toute population juive. En Pologne, des centaines de milliers de juifs sont massés dans des ghettos surpeuplés. Des photographes juifs sont engagés par l'administration des ghettos pour y documenter la vie quotidienne. Ils ont photographié le travail dans les ateliers et les petites usines. Et les clichés ont été présentés aux autorités nazies pour montrer l'apport des prisonniers du ghetto. C'était un effort délibéré de la part de l'administration pour leur éviter un sort plus funeste encore. En montrant que le ghetto était un lieu de production utile, les administrateurs espéraient dissuader les nazis d'exterminer les habitants. Henryk Ross était un photographe juif travaillant dans le ghetto de Łódź en Pologne. Il a pris nombre de photos clandestines illustrant la violence de la vie dans le ghetto qu'il a immortalisé pour le monde entier. On pense souvent que la seule forme de résistance valable est la résistance armée. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un dans le ghetto. C'est très difficile de se procurer une arme, presque impossible. Donc, une autre forme de résistance s'est développée au sein de ces organisations. Documenter tout ce qui se passait, conserver des documents et les cacher, dans l'espoir qu'après la guerre, quelqu'un les retrouve et apporte la preuve de ce qui s'est produit. Et la photographie est un autre visage de cette résistance, constituer un fonds d'archives. Ce geste de conservation était perçu comme un acte de résistance, car il permettait de créer une mémoire collective. Voilà ce qui nous est arrivé. En apparence, beaucoup de photos semblent banales, de jolis petits portraits. On pourrait dire qu'elles illustrent mal l'horreur de la vie dans le ghetto, ou du moins qu'elles n'en montrent pas toute l'ampleur.
Mais elles n'en restent pas moins importantes. Et il faut les regarder parce que les gens ne veulent pas que les auteurs de ces crimes les présentent comme des victimes sans défense. Ils veulent être dépeints comme des personnes qui aiment leurs enfants, qui ont de la dignité, qui ont une personnalité. C'est cette image qu'ils souhaitent laisser au monde. En 1944, Ross a enterré ses photos dans des boîtes métalliques. Il est revenu un an plus tard pour les récupérer après la libération de la Pologne par l'Armée rouge. Elles sont poignantes. C'est très difficile de regarder ces photos. Elles sont déchirantes. J'aime particulièrement cette photo de Ross, de la femme embrassant son enfant. Non seulement c'est un instant d'humanité et d'amour, mais surtout, il y a quelque chose de saisissant dans la qualité matérielle de ce cliché qui a été caché dans le sol pendant près d'un an. Si on regarde de près, on peut voir que les bords de l'image ont été endommagés par l'humidité qui a rongé le négatif. Donc l'image elle-même porte la trace physique de sa dissimulation et de son exhumation. Il ne faut surtout pas oublier, en regardant ces photographies de la période nazie, que les photos parfaites sont presque toujours celles prises par les coupables. Seuls les criminels sont dans une position de pouvoir privilégié. Une position qui offre un point de vue photographique parfait et qui donne accès à des appareils photo de pointe et à des laboratoires pour développer les clichés. Donc chaque fois qu'on observe une image de qualité, c'est à peu près certain qu'il s'agit d'une image des coupables. Les photos d'Henrik Ross sont importantes précisément parce qu'elles illustrent aussi l'immense difficulté et les incroyables risques intrinsèques à leur création et à leur dissimulation. Elles racontent leur improbable survie. Début 1944. Le vent de la guerre est en train de tourner. Les troupes alliées progressent en Italie. Les Japonais battent en retraite dans le Pacifique. Et les Russes avancent lentement vers l'Allemagne. Vaincre Hitler et mettre un terme au cauchemar nazi semble enfin possible. L'éventualité qu'Hitler fuit clandestinement l'Allemagne est envisagée. À partir d'un portrait pris par Hoffman dans les années 1930, le New York Times demande à un célèbre maquilleur hollywoodien d'imaginer à quoi Hitler pourrait ressembler. Hitler garde un œil sur le déroulement de la guerre depuis le Berghof. La vie au Berghof n'a pas changé durant la guerre. La routine est restée la même. Hitler se lève tard et son cercle d'amis demeure inchangé. La seule différence, ce sont les réunions qui se déroulent chaque jour et chaque nuit avec ses généraux. Hitler et son cercle intime se plaisent à regarder les images qu'Eva Braun a filmées avant la guerre et se remémorent le passé. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, écrit dans son journal intime que c'est comme le bon vieux temps. Chacun semble s'être réfugié dans un monde illusoire. « 6 juin 1944. La reconquête tant attendue de l'Europe du Nord est lancée. C'est le jour J. En 24 heures, plus de 60 000 hommes et 9 000 véhicules débarquent en Normandie. Une tête de pont de 75 km est rapidement formée. L'issue de la guerre est désormais évidente. Tout le monde sait que l'Allemagne va perdre. Les généraux le savent sans pour autant savoir quoi faire. Et tant qu'Hitler est aux commandes, ils savent aussi qu'ils ont le devoir de se battre. Alors ils se posent la question, obéir ou ne pas obéir au commandant en chef? Cette photo est vraiment fascinante. Hitler est photographié juste à côté de l'homme qui a l'intention de l'assassiner.
Il n'est pas le seul à vouloir tuer Hitler à l'époque, mais s'il y en a bien un parmi eux qui a de bonnes chances d'y arriver, c'est lui. Cette photo est extraordinaire, car elle immortalise l'instant qui précède un drame imminent. L'officier en question est le colonel Klaus von Stauffenberg, 36 ans. Une réunion opérationnelle doit se tenir dans une salle de conférence de la Tanière du Loup, le QG d'Hitler en Prusse orientale. Stauffenberg, qui était à l'origine un convaincu de la guerre, a peu à peu été révolté par la brutalité du régime. Avec plusieurs complices, il met sur pied un complot ambitieux qui doit commencer par l'assassinat du Führer et se prolonger par un coup d'État et la prise du pouvoir. La résistance allemande, en particulier la résistance militaire, ne cherche pas simplement à tuer Hitler. S'il était éliminé, l'Allemagne s'effondrerait. Le Troisième Reich prendrait fin. Le communisme déferlerait et le pays passerait sous le contrôle des bolcheviks. Et ça, il faut à tout prix l'éviter. Quelques minutes après cette photo, Hitler et Stauffenberg prennent place autour de la table de conférence. Rapidement, Stauffenberg s'excuse et quitte la pièce, laissant derrière lui une mallette piégée contenant des explosifs et une minuterie. Il s'envole aussitôt pour Berlin afin de coordonner l'action de son groupe de résistants. Mais la mallette a été déplacée. Et lorsque la bombe explose, la déflagration est contenue par un lourd pied de table. Son uniforme a été déchiqueté, mais Hitler, lui, s'en sort avec quelques blessures mineures. Hitler va bien. Il est blessé, mais il va bien. Ainsi que tous les généraux. Évidemment, le coup d'État est désormais voué à l'échec. Stauffenberg et d'autres conjurés sont arrêtés et fusillés par un peloton d'exécution le soir même. 200 complices seront aussi pendus après une parodie de procès. Quelques jours après l'attentat, Hitler rend visite aux blessés. Cet événement a été présenté comme un acte de la Providence. Hitler a été sauvé. La machine de propagande s'est emballée et Hitler a bénéficié d'un immense soutien populaire. Fin 1944, l'Allemagne est attaquée à l'Est et à l'Ouest. Les Alliés se rapprochent. Et pourtant, les Allemands continuent de se battre. Pourquoi le peuple allemand est-il resté si attaché à Hitler et au national-socialisme jusqu'à la fin? Pourquoi a-t-il continué à se battre? Quand en juillet 1943, les Américains et les Britanniques ont envahi la Sicile, le fascisme italien s'est effondré en quelques mois, non? Mussolini a été renversé. En Italie, l'attachement au Duce était moins tenace qu'il ne l'était en Allemagne à l'endroit d'Hitler. Si Hitler a préservé son emprise sur l'inconscient collectif allemand pendant si longtemps, c'est en grande partie grâce au cinéma et aux photographies. Toute cette imagerie très riche que les nazis ont créée avant, mais surtout après 1933, a transformé durablement Hitler en leader charismatique. 16 janvier 1945, Hitler se réfugie dans son bunker à 10 mètres sous terre, dans les sous-sols de la chancellerie à Berlin. Eva Braun le rejoint 2 jours plus tard. L'artillerie soviétique et les bombardiers américains ont rasé la capitale. En surface, la ville de Berlin a tout d'un paysage lunaire. C'est un spectacle affreux. Les Berlinois sont devenus à moitié troglodytes. 20 mars, Hitler sort de son bunker pour inspecter un groupe des jeunesses hitlériennes. Un jeune garçon écrira plus tard « J'ai eu du mal à croire que ce vieil homme flétri était le visionnaire qui avait rendu à notre nation sa grandeur. » Voici probablement la dernière photographie d'Adolf Hitler. Il se tient dans les ruines de la chancellerie du Reich, à Berlin, aux côtés de son adjudant Julius Schaub. La qualité n'est pas extraordinaire. On est loin des portraits léchés d'Hoffmann, des tableaux stylisés et composés. Ici, tout est chaotique. Un décor de destruction, des gravats suspendus, qui menacent presque de tomber sur le Führer.
Il se tient à la porte et contemple la destruction de la chancellerie. On pourrait presque voir sur son visage un sentiment de résignation ou une forme de déni. Peut-être qu'il se dit « oui, là, c'est la fin ». Il a dépassé le stade de la colère. Plus rien n'a d'importance. Il a l'air prêt à partir. Il va se retrancher dans cette petite pièce sombre juste derrière lui et retrouver l'obscurité éternelle. En avril 1945, Hitler décide qu'il est temps d'épouser Eva Braun, sa maîtresse secrète depuis 13 ans. Hitler lui est très reconnaissant parce qu'elle est venue le retrouver dans un Berlin à feu et à sang, dans le bunker. Tous les autres dirigeants nazis fuient la ville, se mettre à l'abri et sauver leur propre vie. Mais Eva lui reste fidèle jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il veut qu'elle meure, non pas comme sa maîtresse, mais comme sa femme. 30 avril. L'armée soviétique est aux portes du Reichstag. Hitler a décidé de se suicider et son épouse l'accompagnera dans la mort. Il connaît le sort qui a été réservé à Mussolini, capturé et exécuté. Son corps a été pendu et il a été humilié. Hitler ne veut pas de ça. Il choisit de rester aux commandes, comme toujours, même face à la mort. Eva Braun prend une pilule de cyanure. Hitler prend aussi une pilule. Mais en plus, il se tire une balle de revolver. Leurs corps sont ensuite emportés dans le jardin de la chancellerie et incinérés. « 8 mai 1945. L'Allemagne capitule. Les soldats alliés victorieux tournent en dérision le dictateur et se défoulent sur les portraits d'Hitler, autrefois vénérés par des millions de personnes. Heinrich Hoffmann, l'homme derrière l'objectif, est arrêté. Mais ses immenses archives photographiques vont s'avérer très utiles aux Alliés. Lorsqu'à la fin de l'année 1945 commencent les procès des criminels de guerre nazis à Nuremberg, Hoffmann est assigné à un bureau, avec ses 40 000 négatifs. Quand un officier allié devait interroger un nazi, il allait d'abord voir Hoffmann dans son petit bureau. Et il demandait à Hoffmann, ce petit homme aussi âgé que sympathique, par exemple, « Est-ce que vous auriez une photo d'Heinrich Himmler, par hasard ?» Et Hoffmann fournissait aux officiers américains, ainsi qu'aux officiers britanniques, des photos d'officiels nazis. À la fin des procès, Hoffmann est libéré par les Alliés. Mais devant les protestations des Allemands qui ont souffert sous le régime nazi, il est finalement jugé, accusé d'avoir profité du régime nazi grâce à son amitié avec Hitler. Hoffmann est désormais lui-même sous le feu des projecteurs. Die Verhandlung ließ noch einmal seine Laufbahn abrollen, vom Gelegenheitsfotografen zum Lichtbildner des Dritten Reiches. Neben Hoffmann Il a fait mine de ne pas vraiment comprendre pourquoi il devait comparaître. Parce que, selon lui, il n'est rien d'autre qu'un simple photographe et il n'a fait que documenter le parti nazi. Certes, il a pris des photos de tout, mais il n'a pris part à rien. Voilà l'argument typique de tant d'artistes qui se sont épanouis sous le Troisième Reich. Ils se défendaient en disant « Non, 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 je ne fais que mon métier. Je ne croyais en rien. Je croyais juste en ma profession, c'est tout. Mais je ne suis pas un nazi. Je ne déteste pas les Juifs, je suis innocent. » Hoffmann n'a jamais été un simple observateur. Il soutenait l'idéologie du régime. Ces célèbres albums photos de propagande devenus pièces à conviction, le dossier contre Hoffmann est accablant. Ihre Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist,
die wird sehr wesentlich auf diese Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesen Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus. Und an dieser Täuschung des Volkes hat Ihr Verlag ganz wesentlich mitgewirkt. Heinrich Hoffmann est condamné à 4 ans de prison. Il meurt libre en 1957, à l'âge de 72 ans. Le pouvoir de l'image, les films comme les photographies, a été l'une des armes les plus redoutables des nazis et a permis à Hitler de déchaîner sur le monde une tempête de destruction inédite dans l'histoire. Hitler est le principal responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un conflit qui a fait des dizaines de millions de victimes et la guerre la plus coûteuse de tous les temps. Et surtout, le régime d'Hitler a commis un génocide sans précédent contre les Juifs d'Europe. 6 millions d'entre eux ont été fusillés, gazés, massacrés à une échelle industrielle, que ce soit dans les camps de concentration, dans les camps de la mort ou sur les champs de bataille de l'Europe occupée. Personne ne suscite vraiment autant d'émotions viscérales qu'Hitler, parce que personne n'a provoqué autant de destruction et de mort que lui. Il incarne désormais le mal absolu dans notre imagination collective. Il est à lui tout seul l'incarnation de cette barbarie. Mais nous cherchons naïvement des réponses dans son visage.